Très chers académiciens, académiciennes, chers sociétaires et chers amis, parce que nous avons toujours un public qui ne fait pas partie de l'ALS, qui nous rejoint et c'est fort sympathique. Alors, je vous souhaite évidemment la bienvenue à cette première séance de l'année. Alors, je dois vous dire que c'est pas sans émotion que je préside cette séance pour la dernière fois, puisque je termine mon mandat de président après avoir été élu par le conseil d'administration en 2022. De la même façon, comme on va le revoir et que un certain nombre d'entre vous le savent, le conseil d'administration termine ses 3 années de mandat. Donc, au nom du conseil d'administration, eh bien, je tiens à vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre amitié au cours de ces 3 années. Alors, c'est la période des vœux, donc bien entendu, on vous souhaite une très très bonne année, une très belle année 2025, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de bonheur, et puis, compte tenu de la situation aussi, la meilleure santé possible pour poursuivre vos activités, notamment dans le cadre de l'ALS. Donc, les membres ont déjà reçu la convocation à l'Assemblée générale, qui aura lieu donc le 1er février, à l'hôtel du département que beaucoup connaissent, donc Esplanade Jacques Baudot en face de Nancy Thermal à Nancy. Il y a 2 phases dans cette Assemblée générale, une phase statutaire qui est l'Assemblée ordinaire annuelle à laquelle participent les membres à jour de cotisation, et puis une deuxième phase qui est une séance publique à laquelle sont invités tous ceux qui veulent se joindre à nous. Donc on va clôturer l'exercice 2024 avec les différents rapports. Et vous aurez à cette occasion la possibilité de recevoir le bulletin. Chaque année, l'ALS publie un bulletin qui retrace toutes les manifestations que nous avons organisées au cours de l'année avec les résumés, les interventions, des photographies. Donc c'est un bulletin riche que vous pouvez retrouver sur le site internet. Vous savez qu'on a un nouveau site internet qui est très performant. Et ce bulletin, nous l'avions envoyé à tous les membres l'année dernière, mais il y a des frais postaux assez importants. Et en fait, on le mettra à disposition à chaque séance de ceux qui souhaitent avoir le bulletin. Et bien entendu, le bulletin est toujours consultable sur le site internet. Donc, importance de cette Assemblée générale parce qu'il va y avoir une élection, donc une élection à bulletin secret, des 13 administrateurs qui se présentent dans une liste. Il n'y a qu'une seule liste, vous savez que c'est un scrutin par liste, qu'on peut avoir éventuellement plusieurs listes, mais cette année, nous n'avons qu'une seule liste et le conseil d'administration était très actif, et notamment les présidents de section, pour favoriser les candidatures. On a fait 2 réunions avec Jean-Claude Derniam, une réunion d'échange d'informations, puis une deuxième réunion où une liste s'est constituée avec déjà une préfiguration du bureau, mais je vous en dirai pas plus puisque les élections n'ont pas eu lieu. Et à la suite de ces élections, il y aura un conseil d'administration qui est déjà prévu le 5 février, au cours duquel seront élus le président et les membres du bureau. Et la vie continue à l'ALS. Alors, concernant cette Assemblée générale, il y aura dans cette phase publique la remise des prix de thèse. Alors, j'ai dit des prix de thèse parce que cette année, il y aura 2 prix de thèse, parce que le jury qui était présidé par Marie-Christine Nathan n'a pas pu départager 2 candidats. Et ces 2 candidats donc seront reçus. On va leur remettre à chacun la moitié du chèque qui était prévu, c'est-à-dire 500 €. Ils ne pourront pas être si généreux que ça. Et ils seront encadrés par leur président de thèse, le président de l'école doctorale qui sera là, l'école doctorale IAEM, c'est des sigles un peu compliqués, informatique, automatique, électronique, électrotechnique et mathématiques. 2 thèses, donc la thèse de Dylan Marino, dont le titre est Contribution théorique et algorithmique pour l'analyse des propriétés de sûreté et de sécurité dans les systèmes temporisés sous incertitude. Vous voyez que c'est très incertain comme titre, c'est un peu compliqué. Et puis l'autre, il est encore plus, puisque c'est celle d'Esteban Marquer, qui a rédigé son travail en anglais, comme c'est souvent l'usage actuellement, Reasoning over Data, Analogy-Based and Transfer Learning to Improve Machine Learning. Vous imaginez que ça tourne un peu autour de l'intelligence artificielle, il me semble. Voilà. Bien, et puis donc dans cette Assemblée générale, évidemment, nous rendrons hommage à des confrères qui nous ont quittés en 2024. Il y en a eu 4. Jean-François Muer, Claude Éric, Roland Bourdon et Claude Hurier, avec un hommage particulier pour Claude Hurier, qui a présidé le Conseil général, peut-être pas dans cette salle, mais en tout cas en son temps, en Meurthe-et-Moselle, qui était aussi un grand médecin, et nous aurons un certain nombre d'interventions à ce sujet. C'est d'ailleurs dans votre convocation et dans le programme qui va être envoyé.
Hélas, la liste de nos disparus s'allonge. Ainsi, vous l'avez appris, sans doute pour certains d'entre vous, notre éminent confrère Jean-Claude André, inventeur, rappelez-vous, de l'impression 3D, brevet qui n'a pas été conclu, qui ne s'est pas poursuivi par des investissements industriels en France, mais à l'étranger, comme c'est souvent le cas malheureusement. Eh bien, notre Jean-Claude est décédé le 13 janvier 2025. Dans la nuit, dans son sommeil, il était fort fatigué, fort malade, mais il s'était remis et nous avions le projet de l'entendre dans une communication brève au mois de mars. Il était en train de la rédiger. Bon, hélas. Donc, évidemment, nous lui rendrons un hommage, mais l'hommage habituel, c'est l'Assemblée générale suivante. Donc, ça sera en février ou en janvier 2026, mais ça nous permettra de nous souvenir de lui. Et je tiens à vous dire aussi qu'un hommage aura lieu à Montier-sur-Saulx, vendredi après-midi. Montier-sur-Saulx, c'était sa thébaïde, sa résidence de campagne, où sera présente son épouse Monique, à qui, bien sûr, nous adressons, ainsi qu'au reste de la famille, nos plus vives condoléances. Et cet hommage sera vendredi à 14h30. Je reviens à l'Assemblée générale. Cette séance se conclura par un moment musical. C'est inhabituel, mais il se trouve qu'on peut être dans le domaine de la physique et des mathématiques et aimer la musique. Il n'y a pas de contradiction, au contraire. Et donc, Monsieur Mertz, Francis Mertz, qui est un des directeurs de thèse d'un de nos lauréats, viendra nous divertir avec un quatuor de clarinettistes. Donc, on aura 2 moments musicaux, un après la remise du prix et un à la fin. Il y aura ensuite un déjeuner pour ceux qui le souhaitent et n'hésitez pas à vous inscrire à ce déjeuner. Alors, je termine avec quelques petites nouvelles du conseil d'administration. La dernière réunion a lieu le 8 janvier, donc c'était la dernière réunion de ce conseil. Et nous avons accepté la demande d'honorariat de Jean-Pierre Jolas, académicien qui a rendu tellement de services, mon cher Jean-Pierre, et qui cède sa place. Non, il garde son statut d'académicien, sauf qu'il peut plus être président, mais ça, c'est plus tellement son objectif. Et que ça libérera évidemment une place dans la section 3 à laquelle il appartenait. Il appartient toujours d'ailleurs. Autre petite nouvelle, c'est le colloque Sciences et Industrie en Lorraine. Donc, on va passer le flambeau à un nouveau CA. Et ce nouveau CA aura en charge avec nous, bien sûr, de poursuivre l'organisation de ce colloque Sciences et Industrie qui aura lieu les 11 et 12 décembre 2025 à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. On a une prochaine réunion le 4 février et c'est la continuation de ce que j'ai essayé de mettre en place au cours de ce mandat. C'est une collaboration active et amicale avec les autres académies lorraines, l'Académie de Stanislas à Nancy et l'Académie nationale de Metz à Metz. Et puis, autre nouvelle importante, vous savez qu'on a chaque année une séance luxembourgeoise. L'année dernière, c'était une séance très solennelle puisqu'on a fêté les 20 ans de la charte qui nous unit à la section des sciences de l'Institut grand-ducal de Luxembourg. C'était une grande réunion, vous en aurez les principaux éléments dans le bulletin avec l'ambassadrice de France. Bon, cette année, ça sera plus normal, si j'ose dire, ça se passera à Nancy, donc je confirme bien la date du 12 mars à Nancy, ici même à 17h30, c'est donc une séance assez habituelle où nous aurons une communication et une conférence par les collègues luxembourgeois qui ont été sélectionnés par Lucien Hoffmann, qui préside cette section des sciences et qui est aussi académicien de la 2e section de l'ALS. Et le grand prix en sciences qu'on a remis cette année, on le remettra en fait que tous les 3 ans. Donc on le remettra à Nancy dans 3 ans. Et l'année prochaine, nous serons à Luxembourg. Je crois que c'est bien que nous allions à Luxembourg, à Nancy, qu'on bouge un petit peu et qu'on quitte un peu nos bases ici. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction et on va donc passer au programme qui... Aujourd'hui, il n'y a pas de réception de sociétaires, mais il y en aura certainement dans les séances prochaines, car il y a des élections qui sont prévues. Et donc, nous allons débuter par la communication de Michel Feit. 200 ans de la publication de Carnot est toujours d'actualité. Alors, notre confrère ne pouvait pas être présent en décembre. Il avait été remplacé par Jean-Paul Hatton, qui, au pied levé, nous avait fait une superbe communication sur les prix Nobel de physique et de chimie de cette année. De fait, la communication de Jean-Claude Derniam, initialement prévue, est reportée à une date ultérieure, mais il se trouve que Jean-Claude présente Michel, et donc je lui passe immédiatement la parole. Bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre ami Michel Feit. Nous nous connaissons depuis longtemps, ayant tous les deux été professeurs à l'ENSEM, l'Université de Lorraine, lui en thermodynamique et moi en informatique. Mais nous n'étions pas dans le même bâtiment, ni même au même étage, Pardon, ça communiquait, mais la thermodynamique, c'est la branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques de tous les corps, la dépendance à la température. C'est aussi la science des phénomènes où interviennent des échanges thermiques
et des transformations de l'énergie entre différentes formes. Tous ceux qui ont souffert dans leur jeune temps sur la résolution de l'équation de la chaleur, comme moi, ou sur des calculs d'entropie, savent que c'est un domaine vaste et complexe. Michel a mis toute son énergie à améliorer cette discipline et à l'expliquer le plus clairement possible. Michel Feld a été actif notamment dans la modélisation des cycles de transformation de l'énergie, par exemple le cycle de Carnot, c'est le sujet d'aujourd'hui. La modélisation et l'optimisation de la pile à combustible, c'est beaucoup plus récent. La compréhension de la thermodynamique des milieux poreux, c'est aussi très récent. La place, le rôle, l'influence de l'énergie dans l'environnement et la nature, ce dont il nous a parlé ici en 2019. Il a publié beaucoup, 120 publications, plus de 200 communications et des rapports d'expertise en vrac, en tonnes. Il est membre de comités scientifiques et éditeur de plusieurs journaux scientifiques. Il est aussi l'auteur de 6 livres destinés aux étudiants et aux chercheurs et réputés internationalement, dont le premier est Thermodynamique et optimisation énergétique des systèmes et procédés, écrit en 1987. C'est d'ailleurs son thème de recherche initiale, avec un intérêt particulier sur l'optimisation des échangeurs de chaleur dans les systèmes, à la fois du point de vue de la conception, mais aussi du contrôle-commande. Parmi ces 6 livres qu'il a publiés, j'ai noté un livre d'exercices et de corrigés, ce qui est assez rare, de trouver des exercices de corrigés à destination des étudiants. C'est dire qu'il a des préoccupations théoriques, pédagogiques et pratiques, ce qu'il doit probablement à sa formation d'ingénieur de l'INSA de Lyon. Aujourd'hui, il nous parle de Nicolas Léonard Sadi-Carnot, qui a établi il y a environ 200 ans le second principe de la thermodynamique, qui régit le fonctionnement d'appareils utilisés quotidiennement par chacun d'entre nous. Le moteur thermique des voitures, par exemple, les réfrigérateurs, les pompes à chaleur et les bases de la thermodynamique, en se demandant si tout cela est encore d'actualité. Michel, tu as la parole. Merci Jean-Claude de cette introduction. C'est beaucoup d'honneur, beaucoup trop sans doute. Donc on va essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé l'an dernier. C'était l'anniversaire du 200e anniversaire de la parution du livre de Carnot, qui est un petit livre de 120 pages. C'est le seul livre scientifique qu'il nous ait laissé parce qu'il est décédé très jeune malheureusement. Et donc il est remarquable de voir que ce petit livre de 120 pages fait que c'est un des auteurs toujours les plus cités dans le monde. Tout le monde, je pense, a entendu parler du rendement de Carnot. On va essayer de reparler un petit peu et de voir comment, à partir de cette œuvre qui paraît succincte, mais très riche, on a abouti à un foisonnement de concepts, à un étalement de ces concepts dans des domaines très divers, mais liés toujours à la thermodynamique et l'énergétique. Donc, je vous propose le plan suivant. 20 minutes, c'est un petit peu court, disons. Plus près du micro, si tu veux bien. Oui, c'est un petit peu court, mais on va faire avec. Donc, on va déjà brosser rapidement Carnot, sa vie, son œuvre. Le point 2, ça sera de voir comment on évolue de l'énergie aux énergies, parce que c'est un concept qui est polymorphe. De l'entropie, qui fait souvent dresser les cheveux sur la tête. Je vais essayer de dédramatiser un petit peu les choses. Alors, vous affolez pas si je vous montre des formules, c'est simplement pour mémoriser des concepts et des applications que l'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc, de l'entropie aux entropies. Et c'est pas une notion qui est une notion simple. Elle est polymorphe aussi. Et on pourra illustrer ça sur la machine motrice de Carnot et ses variantes, ou d'autres machines comme tu l'as cité, par exemple les réfrigérateurs ménagers, les pompes à chaleur. Toutes ces choses-là relèvent de la thermodynamique, bien sûr, et on essayera d'en tirer des conclusions, une conclusion au moins, et quelques perspectives. Alors, Sadi Carnot, sa vie, son œuvre, la vie et l'opuscule, comme on a dit,
Donc cet opuscule a pour titre Réflexion sur la puissance motrice du feu. Donc il s'agit effectivement des moteurs. Il introduit un mot aussi qui a son poids, puissance. La puissance, c'est quelque chose que vous connaissez quand vous rentrez dans des voitures qui sont des voitures Porsche ou trucs comme ça. On parle de puissance, effectivement. Donc c'est un concept qui est un concept important. Et puis motrice, donc c'est parce que c'est les moteurs, du feu. Parce qu'à l'époque, la chaleur, c'était un concept qui n'était pas très bien connu. Et donc, on appelait ça les machines à feu. Voilà. Et Sadi Carnot, dans tout ça, par ce petit opuscule, est le véritable père de la thermodynamique. Alors, on va essayer d'illustrer ça parce que vous allez voir que la thermodynamique est un ensemble très vaste et varié. Alors, Carnot et les principes. Donc, l'apport de Carnot se base surtout sur la notion de chaleur. Avant lui, on parlait beaucoup de phlogistique. Et donc, il a établi effectivement le concept qui est le concept de chaleur. C'est concomitant aux expériences dont certains de vous se rappellent peut-être, qui sont les expériences de Joule, équivalent chaleur-travail, comme on disait. Et donc, on a une dualité ici qui l'a portée, qui est la dualité chaleur-énergie mécanique. Et il s'est posé la question de savoir comment on pouvait convertir cette chaleur en énergie mécanique. Alors la chaleur, après Carnot, est devenu un concept qui a mûri, et il a été associé assez tôt à la température. Alors la température, c'est l'époque de Réaumur, etc. Donc il y avait les thermomètres qui mesuraient des températures diverses, avec des références diverses. Elle a introduit la notion de chaud et de froid. Donc c'est comparativement par rapport à une ambiance, le fait qu'on soit en température supérieure à l'ambiance ou inférieure à l'ambiance. Donc ça, c'est une notion importante qui a été bien mesurée par Carnot. Alors, il n'a pas pu, compte tenu de son décès prématuré, aller bien au-delà de la chaleur, mais il avait déjà sous-jacente la notion qui est la notion d'entropie, dont on va parler un petit peu après. Et alors, il a aussi particulièrement développé la limite thermostatique, c'est-à-dire la thermodynamique de l'équilibre, qui est une thermodynamique limite particulière, mais on va voir qu'on peut l'étendre, et ça a été fait assez récemment. Donc, son œuvre est caractérisée par une rupture. Cette rupture est la suivante. Il a été un des premiers à faire une expérience de pensée. Et cette pensée l'a amené au cycle qu'on appelle le cycle de Carnot. Alors, vous en avez une représentation ici que vous voyez avec donc un niveau de température qui est une température haute, qui est ici la température du thermostat, si vous voulez, de la source extérieure. Et vous avez dans la partie basse un puits froid qui est nécessaire pour effectivement effectuer cette conversion et avoir une énergie mécanique utilisable. Alors, vous voyez qu'il existe des températures indicées E qui sont soit supérieures ou inférieures aux températures des sources et du puits. Ceci fait que vous distinguez entre les cycles moteurs et les cycles récepteurs. Le cycle moteur, c'est celui qui est ici, que vous voyez à l'intérieur des températures limites, et le cycle extérieur, c'est celui que vous voyez ici. Il caractérise les pompes à chaleur et les réfrigérateurs. Donc ce cycle et cette expérience de pensée l'ont amené, en s'appuyant sur son père, parce que son père, Lazare Carnot, était un mécanicien de renom, qui a participé à la mise en place de l'Académie des sciences à Paris. Il connaissait très bien les rendements mécaniques, et Carnot a bénéficié de cet apport de son père pour définir un rendement thermomécanique, qui est le rendement que vous connaissez et que vous voyez ici, qu'on appelle le rendement de Carnot, moins la température de puits
froid sur la température de source chaude. Alors ça, c'est assez remarquable parce que ce rendement ne dépend pas du fluide utilisé. Il ne dépend pas de la qualité de la chaleur. Et donc, c'est à une borne supérieure qui est inatteignable parce qu'elle se réfère à la thermodynamique de l'équilibre, mais c'est une référence que l'on ne peut pas dépasser. Alors on pourra, les dernières années on s'y est consacré, voir ce qui se passe en présence d'irréversibilité dont on va parler par la suite. Alors de l'énergie, on parle de l'énergie. Alors de l'énergie aux énergies, parce que les énergies sont polymorphes. Vous avez une énergie mécanique, vous avez plusieurs types d'ailleurs d'énergie mécanique, énergie mécanique de rotation, énergie mécanique de translation, etc. Énergie électrique, énergie magnétique, radiative, chimique, nucléaire, calorifique, c'est pas exhaustif. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a de nombreuses formes de l'énergie qu'il faut traiter séparément. Et donc, cette matrice, qui a les mêmes énergies, donc, dans les lignes et dans les colonnes, elle permet de rendre compte, de phénomènes qui sont des phénomènes importants dans toutes les transformations thermodynamiques que l'on peut envisager, à savoir, cette matrice introduit tous les phénomènes de conversion. Quand vous convertissez l'énergie électrique en énergie mécanique, eh bien, vous avez un rendement de conversion dans ce sens. Alors, l'énergie peut aller dans l'autre sens, l'énergie mécanique vers l'énergie électrique. Là, on a un autre type de convertisseur. Ce que l'on voit aussi dans cette matrice, c'est que sur la diagonale, on est dans le domaine de la même énergie. Et à ce moment-là, ce n'est plus une opération de conversion, c'est une opération qui est une opération de transfert ou de transport, ce qui est complètement différent. Alors la difficulté, c'est d'allier de façon optimale, si vous voulez, ces phénomènes qui sont les phénomènes de conversion et les phénomènes de transport ou de transfert. Donc on va en rester là peut-être avec cette dia. Donc on a dit transfert et conversion. De la conversion d'énergie, l'énergie élémentaire delta W que l'on voit ici fait intervenir deux quantités. Une quantité qui est une quantité qu'on va appeler intensive, c'est une variable intensive, et puis l'autre quantité qui est une quantité d'extensité, donc elle mesure, si vous voulez, la place que prend cette énergie dans le domaine des énergies. Donc deux variables, toujours associées à une énergie noble, qui sont une variable intensive et une variable extensive, et ça de façon systématique. Alors, on s'aperçoit à partir de ceci que c'est valable pour toute forme d'énergie, et on va distinguer peut-être un phénomène fondamental qui est important, c'est que l'énergie que nous utilisons souvent est une énergie de type, alors là il y a une inversion, flux d'énergie. L'électricité, c'est quelque chose qui s'écoule dans les fils électriques. Donc, on a la notion de flux d'énergie qui nous amène à la notion de puissance que Carnot avait bien saisi. Par contre, une chose importante, c'est que la matière, c'est une forme d'énergie, mais c'est une énergie qui est une énergie stock. Donc, on peut l'utiliser à condition de la transformer. Et donc, c'est des opérations qui sont des opérations qu'on peut développer, et on a encore beaucoup de choses à réaliser dans ces domaines. Une personne qui s'est consacrée à ça, tous ces phénomènes, donc, et qui a créé ce qu'on appelle l'énergétique, et Duhem, dont les écrits sont importants dans ce domaine. Je vais citer pas mal de noms de physiciens ou de thermodynamiciens qui ont participé à l'élaboration de tout ce que l'on raconte. Alors, de l'entropie aux entropies, là on quitte le domaine énergétique, parce que l'entropie a eu du mal de s'exprimer. Je pense que Carnot l'avait au bout des doigts, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Clapeyron a retrouvé son œuvre une quarantaine d'années après,
Et Clausius, reprenant ce qu'avait redécouvert Clapeyron, a défini une forme élémentaire de l'entropie que vous voyez donc affichée donc sur ce tableau. ds égale delta Q sur T. Alors, on pourrait donner des détails sur les fonctions thermodynamiques et puis les rapports que l'on voit en petit delta Q. On va pas insister là-dessus. On va simplement se concentrer sur la température absolue qui a été introduite là et donc qui se mesure en degrés Kelvin. Et ça a des importances dans beaucoup d'applications. On va passer à Prigogine. Prigogine est quelqu'un qui a montré que l'entropie de Clapeyron et Clausius pouvait être complétée de façon assez importante sous la forme que vous voyez dans cette relation-là, où vous voyez apparaître les transferts d'entropie avec l'extérieur ou vers l'intérieur d'un système. Ça, c'est les échanges de chaleur. Par contre, la deuxième partie, delta de SI, c'est de la production d'entropie. Et cette production d'entropie, elle illustre le fait que toute transformation qui se fait dans l'univers est foncièrement irréversible. Donc on va quitter là la thermodynamique de l'équilibre de Carnot pour aller vers la vraie thermodynamique qui tient compte des irréversibilités qui apparaissent partout et qui se traduisent par de la dégradation d'énergie. Donc vous voyez, il faut mettre en parallèle production d'entropie et dégradation d'énergie. Ces deux phénomènes sont liés. Donc, compte tenu de ces avancées dans le domaine de l'entropie, à partir de là, on en tire un certain nombre de conséquences. Par exemple, la fonction entropie d'un système qui serait un système, appelons-le isolé, on pourrait le définir de façon très complète, eh bien, il évolue sans contrainte vers son maximum d'entropie. Donc ça, c'est une caractéristique qui nous est imposée par le second principe. Par contre, les évolutions thermodynamiques, elles passent par du flux d'entropie, et ce flux d'entropie, eh bien, diminue au fur et à mesure que vous allez vers l'état d'équilibre. Donc c'est quelque chose qui est assez important et qui gouverne tous les phénomènes que l'on étudie. Alors, depuis cette thermodynamique anthropique irréversible, il y a eu beaucoup d'autres foisonnements qui sont apparus, en particulier l'entropie statistique. Donc là, je vais citer simplement des entropies que vous pourrez retrouver dans des ouvrages spécialisés. L'entropie statistique a été introduite par Maxwell et a été complétée par Boltzmann. Boltzmann a d'ailleurs sur sa tombe une formule qu'il a introduite, S égale 4 de oméga. Pour ceux qui vont à Vienne, vous pourrez, si vous voulez, aller regarder ça. Et donc, ça illustre cette entropie statistique. Alors, il y a d'autres entropies. L'entropie informationnelle, par exemple, elle a été introduite par Shannon, par Brillouin, avec certaines particularités. On pourra en rediscuter. Mais il y a d'autres approches complémentaires, l'entropie quantique, l'entropie d'échelle qu'on a essayé de développer un petit peu avec Diogo Queiroz-Condé. Donc on va pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez que c'est un monde en soi qui peut nous apporter beaucoup de choses. Alors on va redescendre un petit peu plus au ras des pâquerettes et on va regarder le moteur. Vous avez tous des moteurs électriques ou des moteurs thermiques chez vous, au moins un, qui ont été décriés d'ailleurs très fortement ces derniers temps au profit du moteur électrique. Mais on pourra le dédramatiser si vous voulez cette chose-là. Je pense que le moteur thermique, thermomécanique, a encore de beaux jours devant lui, il faut pas l'enterrer trop vite. Et donc ici, vous voyez un cycle qui est un cycle de Carnot, mais qui a été complété par la réalité des choses. C'est-à-dire que vous avez de la production d'entropie. Alors, on en voit ici. Ici, vous avez une production d'entropie delta SIH qui est sur l'isotherme haute à température THS. Ensuite, vous voyez que vous avez ici une évolution qui est une évolution avec croissance de l'entropie. Donc ça, c'est conforme au second principe de la thermodynamique qui dit que l'entropie ne peut être que croissante. Et même chose sur la transformation isotherme et sur la transformation ici, qui est une transformation qui n'est pas isentropique donc, mais qui est adiabatique, c'est-à-dire sans transfert de chaleur avec l'extérieur. Donc vous avez un système isolé thermiquement.
l'isolation thermique parfaite, ça n'existe pas, hein, mais néanmoins. Alors, à partir de ça, il est possible de montrer que le rendement de Carnot d'un moteur réel, eh bien, c'est pas le rendement de Carnot qui était le maximum qu'on puisse obtenir, mais c'est le rendement de Carnot multiplié par un facteur diminutif ici qui est relatif à l'irréversibilité que vous avez sur l'isotherme haute, et puis un deuxième terme correctif qui dépend de la production d'entropie totale du cycle, qui est la somme des 4 productions d'entropie sur chaque transformation thermodynamique. Donc ça, c'est le point de départ d'une véritable efficacité plus proche du réel pour le rendement de Carnot. Ce que je dis là sur le rendement de Carnot, vous pouvez généraliser à toutes les autres formes de cycles que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Le cycle de Otto, le cycle de diesel, le cycle des turbines à gaz, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment très général et ça se complète énormément. Alors on va à partir de ça regarder un petit peu ce qui se passe pour un moteur qui est un moteur d'avion, mettons. Alors, si vous prenez un moteur d'avion, vous savez que quand vous êtes dans l'avion sur le tarmac, vous allez vers la piste et ensuite, qu'est-ce que vous demandez aux pilotes? Ben, vous demandez aux pilotes qui mettent les gaz, ça veut dire puissance maximum. Et donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver ici. La puissance maximum, vous la voyez ici. Puissance, c'est un flux, donc une dérivée par rapport au temps. Lorsque le pilote a fait cette opération, vous êtes en haute altitude et vous allez voler au régime de croisière. Alors, à ce régime de croisière, qu'est-ce que vous allez demander au pilote? Vol économique, maximum de rendement. Et donc, vous allez vous placer sur le point que vous voyez ici, et c'est ce qui va vous amener une économie d'énergie donc pour votre système. Alors ça, c'est ce que vous voyez sous forme d'un diagramme qui représente l'évolution de la puissance en fonction du rendement, mais qui a un rendement réel, tenant compte des irréversibilités, tenant compte des non-adiabéticités. Ça a été montré relativement récemment, et ça, c'est un résultat qui est général. On a pu vérifier, par exemple, au laboratoire, que ce type de raisonnement s'appliquait pour les piles à combustible. Donc, on a maintenant quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité quand on tient compte des irréversibilités. Alors après, il faut les maîtriser, il faut les minimiser, etc. Mais voilà. Alors, l'optimisation peut se faire en énergie, mais plutôt en puissance, comme vous le voyez, en tenant compte d'un certain nombre de limitations, des contraintes externes qui apparaissent. Alors, parmi ces contraintes, il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est la thermodynamique en dimension physique finie. À savoir que tout système est un système qui est limité en extension dans l'espace. Et ça introduit des contraintes et ça vous introduit des optimums qui sont cachés derrière ce principe de finitude s'il existe. C'est une conjecture, mais peut-être que à l'avenir on pourra montrer que c'est ceci. Et alors tout ça, ça nous amène à ce qu'on appelle FDOT en anglais, Finite Dimension Optimal Thermodynamics. Donc qui est caractérisé par ces courbes en boucle, comme on l'a vu. Alors pour les moteurs, on a pu à partir de là montrer qu'on avait une fréquence optimale ou une période optimale de rotation. Ça veut dire que votre moteur, si vous voulez le faire fonctionner de façon optimale, faut qu'il soit dans une zone de fonctionnement de 1500 tours minute, par exemple. Ça, tout conducteur le sent un petit peu quand il est dans son véhicule. Alors la machine motrice de Carnot et ses variantes, donc on voit qu'il y a un nouveau regard thermodynamique phénoménologique avec des prolongements plus fondamentaux vers des concepts. Alors j'en reviens là à la production d'entropie qu'il faut mettre en regard de la dégradation d'énergie et à l'optimisation de contraintes. Alors les contraintes sont essentiellement des contraintes de type énergétique, il faut économiser l'énergie dans la mesure où on le peut. Des contraintes environnementales, ça c'est plus nouveau, mais il commence à apparaître des livres et de nombreuses publications dans ce domaine, et des contraintes éventuellement économiques. Alors l'économie est-elle sujette à l'augmentation de la production d'entropie? On peut le croire des fois. On va en discuter peut-être un petit peu après, mais il y a sans doute quelque chose à faire aussi dans le domaine économique.
Alors, tous ces nouveaux concepts que l'on vient de citer un petit peu dans la thermodynamique phénoménologique nous amènent à des prolongements un petit peu plus fondamentaux et à des relations aux principes. Alors, des encadrements de solutions, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que le rendement d'un moteur était borné de façon supérieure par le rendement de Carnot. Pour la partie inférieure, on a vu qu'on avait, s'il y avait de la création d'entropie ou de la dégradation d'énergie, on a vu qu'il y avait effectivement diminution de ce rendement, mais on peut l'encadrer. On peut l'encadrer, donc on peut avoir un domaine d'utilisation des moteurs qui est beaucoup plus limité que ce que l'on regarde quand on est au maximum de production d'entropie par rapport au rendement de Carnot. Donc ça, c'est des encadrements de solutions. Il existe des résultats dans ce domaine. Des relations aussi avec le principe de Maupertuis, qui est un principe de moindre action. Ça, c'est un peu technique, bien sûr. Au principe de finitude, la conjecture que j'ai indiquée, et au principe d'incertitude et les fluctuations, parce que on s'est aperçu quand on utilise les moteurs, alors je l'ai montré dans le cycle de Carnot irréversible, on s'est aperçu que il y avait un certain nombre de possibilités qui définissent l'encadrement d'ailleurs, qui nous permettent de voir comment des transformations différentes se produisent avec un même moteur. Quand vous faites des essais chez Peugeot, par exemple, ils ont un moteur au banc, eh bien, vous avez des fluctuations dans les cycles que vous mesurez. Et on les voit, et ce qui nous permet d'ailleurs d'aller à cet encadrement de solutions, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans certains cas de figure aussi, existe un principe d'équipartition, on ne veut pas insister pour l'instant. Donc, des relations avec d'autres branches de la thermodynamique que je cite, mais que je ne développe pas, faute de temps, la thermodynamique relativiste. De Broglie s'est particulièrement illustré dans ce domaine-là, la thermodynamique quantique. Alors là, il y a des applications sous-jacentes très fortes, sans doute pour demain, avec les moteurs quantiques. Mais je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans les détails des moteurs quantiques, ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Sachez que beaucoup de gens travaillent dans ce domaine actuellement. Alors là, c'est des travaux qui font suite à ce qu'a développé Dirac, Planck, Heisenberg, et les petites échelles de Planck avec le principe d'incertitude corrélée. Diverses échelles d'application. Des particules élémentaires, on vient de parler de moteurs quantiques, les grandes échelles, les étoiles, les trous noirs, les amas, l'univers. Ça nous amène à l'entropie d'échelle, bien évidemment. Alors, pour illustrer un petit peu sur les grosses structures, j'ai pris un exemple simplement. C'est l'ouverture à de nouveaux domaines. Dans le domaine du climat, il y a des études qui ont été faites dont on pourrait rapporter des choses, bien sûr, mais pas seulement. Mais je vais surtout me centrer sur le cosmos. Alors, le cosmos, c'est les trous noirs. Alors, l'entropie des trous noirs, c'est Hawking et Bekenstein. Vous voyez une relation ici qui lie la production d'entropie des trous noirs à l'aire de l'horizon du trou noir. Donc, c'est lié à la surface de ce trou noir. Donc, ça fait intervenir une certaine entropie un peu fondamentale. Et puis ensuite, la gravité quantique avec la relation au temps. Alors, je vais terminer simplement par ça. La relation au temps, elle est importante parce qu'elle est un peu corrélée à la production d'entropie. Le temps est quelque chose qui n'est pas symétrique. On naît, on meurt, évidemment. Et l'entropie, on part de zéro et on va vers un maximum. Donc, c'est quelque chose qui est très lié au second principe de la thermodynamique. Donc, compte tenu du temps, je crois que on va en rester là avec la flèche du temps qui est liée à l'information. Donc, je donne simplement une illustration de l'entropie par une artiste que je connais bien. Voilà, je ne vais pas parler de l'économie. On peut, si vous voulez, à l'occasion d'une question éventuellement. Merci. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions. Oui, Monsieur le Président.
Pour un moteur thermique, je crois que vous avez fait une allusion qui pourrait concerner le couple du moteur. Est-ce que c'est pas cet équilibre optimal? Oui. Alors, la puissance peut s'exprimer de diverses façons. Elle peut s'exprimer par le flux de chaleur que vous générez dans le moteur, hein, la combustion. Et à ce moment-là, ensuite, vous allez avoir le rendement de Carnot ou un autre rendement, comme on l'a défini, qui interviennent, qui pondèrent ceci pour vous donner la puissance mécanique. Si on part de l'aspect mécanique, si vous voulez, on rétropédale, on prend le problème par un autre sens. Et à ce moment-là, effectivement, le couple est important parce que le couple mécanique, c'est l'énergie que vous avez disponible mécanique sur l'arbre. Et à ce moment-là, va intervenir un paramètre de vitesse. Et donc, on peut développer des modèles de moteurs qui sont ce qu'on appelle les moteurs à vitesse finie, qui donneront des résultats un peu similaires à ça, mais par une approche différente. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. Quand on parle de couple maximum, Oui. le maxi, qui est à un certain régime de moteur, Oui. certaine intensité, Oui. une différence entre moteur électrique. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça correspond à quoi? Le couple maxi, c'est un couple par rapport à une contrainte spécifique, qui est la contrainte de force mécanique que vous avez sur un arbre, alors avec un bras de levier. Donc c'est une variable qui est une variable là qui est extensive. En l'occurrence, le oméga étant une variable intensive. Donc on ne joue pas sur les mêmes variables, l'étude porte sur le même système. Oui. Alors, je vais poser une question. Si on applique les principes que vous avez présentés à l'ensemble de l'univers, l'entropie ne peut pas augmenter, il y a donc une limite. Donc, la fin de l'univers est prédéfinie? Actuellement, oui. Dans ce que l'on préconise, ce que l'on voit compte tenu des concepts introduits, la fin de l'univers, c'est la fin de temps et c'est la mort de l'univers. C'est-à-dire que tout sera à la température minimale permise par le second principe. Et cette température minimale, pour l'instant, on ne sait pas l'atteindre par une suite de transformation infinie. Donc ça risque de durer très longtemps. Tant mieux pour nous. Bien, oui. Merci Michel de cette présentation. Et moi qui m'intéresse beaucoup, mais je suis pas le seul, au problème d'approvisionnement en énergie de l'humanité déjà, il y a un point absolument fondamental, c'est de comprendre comment un système ouvert, comme l'est un individu isolé qui doit absorber en permanence de la nourriture s'il veut pas dépérir et mourir, c'est retourner au désordre, au chaos primordial. Donc s'il veut maintenir un état de basse entropie, donc un état organisé, il faut qu'il soit traversé par un flux d'énergie en permanence, donc de la nourriture, de l'air, de l'eau, etc. Et pour une société, c'est évidemment comparable. Donc une société organisée doit se maintenir dans un état de basse entropie. Elle le peut à condition et ça dépend de sa taille, de son organisation, de son extension spatiale, comme tu disais. Mais elle doit aussi s'approvisionner en énergie. Et la question, c'est de savoir comment, dans les processus qu'on a observés dans toute l'évolution de l'univers, comment petit à petit sont apparues des structures de plus en plus organisées et dissipant de plus en plus d'énergie. Ça, c'est un point fondamental qui était observé par des astrophysiciens comme Chesson, par exemple. Mais ce qui est formidable, c'est que des gens comme Lotka avaient déjà imaginé dans les années 20, enfin au début du XXe siècle, avaient déjà imaginé qu'on pourrait peut-être compléter un jour les deux principes, dont le deuxième établi par Carnot, par un troisième principe qui serait un principe qui permettrait d'expliquer justement comment
pour revenir à l'évolution du vivant, pour expliquer en gros les lois de ce que Darwin avait à observer, c'est-à-dire les règles d'évolution du vivant. Donc, à partir d'un principe, d'un troisième principe qui pourrait être, et donc Lotka avait déjà formulé ça comme un principe de puissance maximale. Et il y a des travaux actuellement qui sont passionnants, portés par des gens comme Martiouchev, par exemple, qui tendent à montrer que il y aurait un principe de production d'entropie maximale qui expliquerait comment certaines structures, certains modes d'organisation peuvent être privilégiés et aboutir finalement donc à devenir dominantes. Et donc, est-ce que tu t'es intéressé à ces questions? Est-ce que tu peux dire ce qu'il en est? Oui, ça a brossé un panorama qui est très large, y répondre en quelques minutes, ça paraît difficile, mais il y a plusieurs choses. Disons que pour le climat, par exemple, pour le climat, il semblerait que sous certaines conditions, parce qu'il y a des contraintes, donc les contraintes du climat, on soit amené à satisfaire un principe de maximisation de l'entropie. Donc là, c'est quelque chose qui est publié. Les climatologues sont très versés là-dessus. C'est pas exclu que ce soit une partie d'un principe nouveau, pourquoi pas, mais c'est quelque chose qui mérite encore d'être exploré plus en profondeur, parce que ce que je ne sais pas actuellement, c'est si tout ça n'est pas fortement lié aux contraintes. Et je pense que si. Seulement, il faut expliciter toutes ces contraintes. Et ça, c'est pas forcément encore totalement fait actuellement. Donc, ça, c'est pour l'aspect climatologie. Alors, par contre, pour l'aspect qui est l'aspect des phénomènes de la vie, je reviens sur ce que tu as dit au début, à savoir les systèmes. Alors ça, je l'ai pas introduit parce que ça nous emmène loin, mais il y a effectivement des systèmes qui peuvent être, selon le cas, fermés, ouverts ou isolés. Le seul système isolé qu'on connaisse, c'est l'univers. D'où ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que son entropie croît toujours et donc on va vers la mort de l'univers au maximum d'entropie. Par contre, si on prend un être vivant, cet être vivant, comme tu l'as très bien dit, il est en relation avec l'extérieur. Et là, je me référerais plutôt à Prigogine. C'est les structures dissipatives. Alors, ces structures dissipatives, c'est des structures qui se mettent en place dans l'espace et qui, par ailleurs, font l'usage de matière ou d'énergie. Nous, quand on se nourrit, on prend de la matière qu'on transforme en énergie, etc. Donc, c'est le schéma qu'on a indiqué tout à l'heure, et ça va toujours dans le même sens. Mais le fait d'avoir localement une diminution d'entropie ne peut pas contrarier le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire ça doit être compensé par ailleurs. Et on rejette donc de la chaleur. Voilà, donc le 37 degrés qu'on a, c'est sans doute une température optimale par rapport à un ensemble de contraintes qu'on n'a pas encore totalement maîtrisées. Donc dans le phénomène de la vie, je pense que c'est plus proche, compte tenu des contraintes qu'on y connaît, c'est plus proche de ce que l'on voit classiquement dans les moteurs. Voilà, alors il y aurait sans doute encore beaucoup d'autres choses à dire, mais j'espère avoir répondu un petit peu à tout ton développement. Oui, je sens que vous allez pouvoir discuter tout à l'heure, tous les deux.
Oui, je comprends qu'il aurait été intéressant de faire une conférence de 40 minutes plutôt qu'une communication de 20. Mais ce n'est finalement que partie remise. C'est-à-dire que, je dois avouer que je n'ai pas forcément tout compris et qu'il faudrait peut-être que je revienne aux bases fondamentales pour pouvoir interpréter tout ce qui a été dit. J'imagine que je ne suis pas forcément le seul.